L'or vient d'exploser. Plus 103% en 13 mois, 5 300 $ l'once, c'est un record absolu. Il écrase le S&P 500 de plus de 50 points. Les banques centrales achètent comme jamais, plus de 1000 tonnes par an, le double d'avant, et tous les investisseurs s'affolent. Mais pourquoi une telle hausse? Quel impact pour l'avenir? Dans cette vidéo, je repars de A à Z et je t'explique tout sur cette ruée vers l'or. Reste bien jusqu'à la fin et je te partagerai mon analyse sur les marchés financiers. Mais avant de comprendre pourquoi les investisseurs se ruent spécifiquement sur l'or, il faut d'abord comprendre ce qui le rend unique. Parce que l'or est un actif très particulier, comme aucun n'en existe. La première caractéristique de l'or, c'est sa rareté. Tout l'or jamais extrait de la Terre tiendrait dans un cube de 22 mètres de côté. C'est tout. On produit environ 3500 tonnes par an, ce qui représente à peine 1,5% du stock existant. Si on compare ça au dollar, aux euros, aux obligations d'État, qu'on peut imprimer à l'infini, l'or, lui, ne peut pas être créé. Sa rareté est physique, absolue et impossible à manipuler. 216,265 tonnes. C'est tout ce qui a été extrait depuis le début de l'humanité. 45% est dans les bijoux, colliers, bagues, bracelets. Ça fait 97 000 tonnes portées par des gens comme vous et moi. 22% en lingots, pièces ou ETF, c'est l'or d'investissement. 48 000 tonnes stockées dans des coffres, dont 37 755 détenus dans celles des banques centrales, ce qui représente 17%. Les institutions censées gérer les réserves monétaires de nations entières ne contrôlent même pas un cinquième de l'or mondial. Et dans le sol, il nous reste environ 55 000 tonnes de réserves prouvées, exploitables économiquement aujourd'hui. Si on reste sur ce rythme de 3600 tonnes par an, ça fait à peu près 15 ans d'extraction. On peut compter jusqu'à 37 années supplémentaires si on compte sur l'amélioration technologique et la capacité à extraire cet or. Au total, c'est environ 400 000 tonnes d'or accessibles sur cette planète. Et après ça, c'est fini. C'est physiquement fini. Vous comprenez donc pourquoi on ne peut pas juste en créer plus comme on pourrait le faire avec la monnaie. L'or, il ne s'imprime pas, il se trouve, il s'extrait lentement et difficilement, et il y en a de moins en moins. La deuxième caractéristique liée à ça, l'or est indestructible. Une bague qui aurait 2000 ans est composée d'atomes qui sont exactement les mêmes qu'il y a 2000 ans. Pas oxydés, pas rouillés, pas dégradé. Il ne réagit avec presque rien. Pas l'oxygène, pas l'eau, pas les acides courants. Vous pouvez le plonger dans l'eau, le chauffer à 1000 degrés, l'enterrer pendant des siècles, il ressortira intact. Si on compare ça à de la monnaie, un billet, ça a une durée de vie moyenne de 5 à 10 ans avant de se déchirer, de s'user ou de disparaître. Et même si vous fondez une bague pour en faire une autre, vous ne perdez rien, parce que les atomes d'or restent. On compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 50% de l'or utilisé dans la bijouterie qui provient du recyclage. La troisième caractéristique de l'or, c'est son côté universel. Peu importe où vous êtes sur cette planète, l'or aura de la valeur. 159 pays détiennent de l'or dans leurs réserves. Des États-Unis à la Chine, de l'Inde à la Russie et de l'Europe au Moyen-Orient. Les plus grandes puissances mondiales en possèdent. Les pays émergents l'accumulent et contrairement aux devises, l'or n'a pas de frontières. Un lingot acheté à Londres se vend à Tokyo, à New York, à Dubaï. Le dollar, certes, il est accepté partout, mais il est contrôlé par les États-Unis. L'euro, il est puissant, mais il est limité à l'Europe et ses partenaires. Le yuan, la Chine pousse, mais 80% du monde ne l'utilise pas. L'or, aucune banque centrale, aucun gouvernement, aucun politicien qui peut l'imprimer. C'est la seule réserve de valeur acceptée par 100% de l'humanité. Vous pouvez le porter, le stocker, le vendre, l'échanger, depuis des milliers d'années, dans des centaines de pays. Une seule chose unit toute la population, la confiance dans l'or. Mais alors concrètement, comment ça se traduit sur les marchés? Pourquoi l'or monte quand tout s'effondre? L'or est ce qu'on appelle un actif risk-off. Quand les marchés paniquent, quand les investisseurs paniquent, l'or monte. Quand les actions chutent, l'or monte. Et quand les obligations plongent, l'or monte également. Pourquoi? Parce que l'or est décorrélé. La corrélation entre l'or et le S&P, 0,31. Entre l'or et les obligations, 0,39. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tout s'effondre, l'or vous protège. Si on prend l'exemple de 2008, la crise des subprimes, Lehman Brothers, une banque d'investissement connue à l'international, s'effondre. Le S&P chute de moins 37%, le Nasdaq 40%, les obligations d'entreprise 30%, et étant donné le caractère immobilier de cette crise, l'immobilier, lui, chute aussi de 20%. L'or, quant à lui, augmente de 5,8%. Quand tout brûle, l'or monte. Si on prend un autre exemple, en 2023, celui de la Silicon Valley Bank, qui implose et qui crée une panique bancaire. En 2 semaines, on voit l'or bondir de 11%. Pendant ce temps, les actions bancaires, elles s'effondrent de 25%. Et ça, c'est un actif risk-off. Quand la panique s'installe, les investisseurs fuient vers la sécurité en rapatriant leurs capitaux vers des actifs moins risqués comme l'or. Sur l'or, il n'y a pas de défaut possible, pas de faillite, pas de liquidation. Un lingot restera un lingot quoi qu'il arrive. Et depuis 2022, le début de la guerre en Russie et en Ukraine, ce réflexe d'acheter de l'or, il s'est amplifié. Parce que s'il y a bien quelque chose qui permet à l'or
l'or d'augmenter, ce sont les crises. Et la preuve est irréfutable. Entre 2022 et 2025, elles se sont enchaînées. 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'or passe de 1900 $ l'once à 2070 $ en 7 jours. En mars 2023, comme on le disait juste avant, la Silicon Valley Bank s'effondre, crée une panique bancaire. L'or bondit de 1811 $ à 2015 $ en 2 semaines, 11% d'augmentation. Le 7 octobre 2023, le Hamas attaque Israël, l'or grimpe immédiatement de 9%. En avril 2025, escalade nucléaire entre Israël et l'Iran, l'or atteint 3500 $. Nouveau record historique à l'époque. Le 20 octobre 2025, l'incertitude dans le monde est maximale, il y a un shutdown américain, des guerres commerciales, des tensions au Moyen-Orient. Et encore une fois, l'or explose à plus de 4380 $. Donc le pattern est clair. Une crise fait monter l'or et crée un nouveau plancher encore plus haut que celui d'avant. Mais avant 2022, l'or montait sur les crises, puis retombait au moment où les actions, les indices et autres produits plus risquons reprenaient du poil de la bête. Mais depuis 2022, l'or monte et ne redescend quasiment plus. Pourquoi? Parce que les crises géopolitiques ne sont plus vraiment temporaires. Elles s'accumulent sans se terminer. Si on parle de l'Ukraine, on est toujours en guerre après 3 ans. Au Moyen-Orient, il y a des tensions permanentes qui existent, que ce soit entre Israël, la Palestine, mais aussi l'Iran. Depuis des années, un risque existe entre la Chine et Taïwan. Le commerce mondial est fragmenté avec les tarifs douaniers de Trump. Et le monde est entré dans une ère d'instabilité structurelle. Et dans ce contexte-là, l'or n'est plus un hedge temporaire, c'est vraiment une assurance permanente. Les investisseurs, voyant que les crises géopolitiques ne font que s'accumuler, ne vendent plus après la crise, ils gardent leur or. Et on le voit aussi du côté des banques centrales qui accumulent sans s'arrêter. Le prix monte et ne revient jamais au niveau d'avant. Et le meilleur moyen de suivre ces mouvements politiques, c'est d'utiliser le GPR, le Geopolitical Risk Index. Créé par des économistes du Conseil des gouverneurs de la Fed, c'est un indice qui va traquer les tensions géopolitiques dans le monde. Et depuis 2022, comme on le dit, le monde vit une succession ininterrompue de crises géopolitiques. 31 pics de tension sur le GPR en 2023, 15 en 2024 et un niveau de risque qui reste constamment élevé. Et de plus en plus, on a une corrélation entre ce GPR et le cours du gold qui devient clair comme de l'eau de roche. Un autre mécanisme important, la relation de l'or avec le dollar. L'or et le dollar ont une relation inverse, une corrélation à moins 0,67. Quand le dollar monte, l'or a tendance à baisser. Quand le dollar baisse, l'or a tendance à monter. Tout simplement parce que l'or est coté en dollars. Donc si le dollar se renforce, il faudra moins de dollars pour acheter une once d'or et le prix baisse mécaniquement. Si le dollar s'affaiblit, il faut plus de dollars pour la même once et le prix de l'or monte ainsi. Et la faiblesse du dollar amplifie la hausse de l'or. Mais ce n'est pas le seul facteur, parce que depuis 2022, une nouvelle force domine le marché. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or comme jamais elles n'en ont acheté. Regardons les chiffres. De 2010 à 2021, les banques centrales achetaient en moyenne 473 tonnes d'or par an. Significatif, mais ça reste assez stable. En 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les banques centrales ont accumulé plus de 1136 tonnes d'or en une année, un record absolu depuis 1950. En 2023, c'est 1037 tonnes, deuxième meilleure année de l'histoire, et en 2024, 1045 tonnes, troisième année consécutive au-dessus de 1000 tonnes. Ce qui nous donne une moyenne de 1073 tonnes par an depuis 2022, soit plus de 127% par rapport à la moyenne historique. Donc plus du double. Certes, les banques centrales achètent de l'or depuis des années, sans aucune interruption, mais les 3 dernières années représentent une accélération sans précédent. D'autant plus que ces banques centrales ont l'air très déterminées à continuer à acheter de l'or. Le World Gold Council, ou Conseil mondial de l'or, une association professionnelle internationale du secteur de l'or, interroge chaque année les banques centrales sur différentes questions. Le résultat en 2025, 95% des banques centrales déclarent qu'elles pensent que les autres banques centrales vont augmenter ou maintenir leurs réserves d'or dans les 12 prochains mois. En 2024, c'était 81%, aujourd'hui 95%. Mais ce n'est pas tout. 43% des banques centrales prévoient d'augmenter leurs propres réserves dans les 12 prochains mois. Là aussi, on a un record absolu. En 2024, on était à 29%, et en 2025, on passe à 43%. Aucune banque centrale interrogée ne prévoit de réduire ses réserves. Les 57% restants prévoient juste de les maintenir. Et ce n'est pas juste une question d'optimisme, c'est parce que quelque chose s'est passé, quelque chose qui a changé les règles du jeu le 28 février 2022. 4 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés prennent une décision sans précédent. Ils gèlent 300 milliards de dollars des réserves russes. 300 milliards. La moitié des réserves de change de la Russie immobilisées du jour au lendemain. C'était pas la première fois qu'on voyait ça dans l'histoire. Il y avait des réserves qui avaient déjà été gelées par le passé, en Afghanistan, en Iran,
en Libye, au Venezuela, mais jamais à cette échelle et jamais pour un pays de cette taille. On parle quand même de la Russie comme de la 11e économie mondiale, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et un acteur majeur du système financier international. Et pourtant, les réserves ont été gelées en quelques heures. Le message est clair, vos réserves en dollars, en euros, en livres sterling, elles ne vous appartiennent vraiment que si les pays qui les émettent le permettent. Et ce jour-là, les banques centrales ont compris une chose. Le dollar et l'euro ne sont pas des actifs neutres, ce sont des actifs politiques. Et ça change tout. Parce que l'or, lui, n'a aucune contrepartie politique, il ne peut pas être gelé d'un clic, il ne dépend d'aucun gouvernement et il ne peut pas être effacé d'un registre électronique. Et c'est exactement pour ça que les banques centrales se sont mises à acheter massivement après février 2022. Ce n'est pas un hasard si 2022 est l'année record, ce n'est pas un hasard si la tendance se poursuit en 2023, 2024 et 2025. Le gel des réserves russes a été un électrochoc et certaines banques centrales ont réagi immédiatement. Par exemple, les plus gros acheteurs de novembre 2025, on se rend compte qu'en première position, on a la Pologne avec 95 tonnes, le Kazakhstan, le Brésil, la Turquie, la Chine. Ce ne sont pas les États-Unis, ce sont des marchés émergents. Parce qu'en effet, 78% des achats de banques centrales depuis 2022 viennent de pays émergents. Des pays qui ont vu ce qui s'est passé avec la Russie et qui se disent ça ne nous arrivera pas. Le monde développé vend ou reste neutre et le monde émergent achète massivement. La géographie de l'or est en train de basculer et tout ça entraîne un cercle vertueux. La première étape de ce cercle, les banques centrales diversifient. 73% des banques centrales anticipent une baisse de la part du dollar dans les réserves mondiales sur les 5 prochaines années. Encore une fois, un record absolu. Et ce n'est pas de l'anti-américanisme, c'est du pragmatisme. Depuis le gel des réserves russes, les banques centrales ont compris. Les réserves en devises étrangères peuvent être gelées du jour au lendemain. L'or physique, lui, ne peut pas être gelé d'un clic. Le résultat, elles réduisent leur dollar et achètent de l'or. La deuxième étape de ce cercle vertueux, s'il y a moins de demande pour le dollar baisse. Quand les banques centrales vendent leurs bons du trésor américain pour acheter de l'or, ça crée une pression baissière sur le dollar. Regardez, depuis 2022, le dollar index a perdu 7% entre 2022 et 2025. Ce n'est pas énorme, mais c'est constant et ça continue. La troisième étape, comme on l'a vu dans la partie 3, une corrélation inverse entre le dollar et l'or. Donc quand le dollar baisse, l'or monte mécaniquement. Mais ce n'est pas tout, parce que quand l'or monte, les banques centrales achètent encore plus. Est-ce que c'est contre-intuitif parce que l'or est cher, donc elles devraient acheter moins? Pas vraiment. Plus l'or monte et plus les banques centrales vont en acheter. Parce que la hausse de l'or valide leur stratégie. Ça prouve que l'or est un actif refuge crédible et ça incite les banques centrales qui n'ont pas encore agi à se dépêcher. On est presque dans une situation de FOMO institutionnel. C'est une relation auto-entretenue et plus ça dure, plus c'est difficile à inverser. Parce que chaque banque centrale qui achète de l'or incite les autres à faire pareil. Chaque point de baisse du dollar renforce la thèse de l'or et chaque hausse de l'or valide la stratégie de dédollarisation. Le système s'auto-alimente et tant que l'instabilité géopolitique reste élevée, ce cercle tend à continuer. Et cette volonté de souveraineté, elle a une conséquence visible, le rapatriement. Pendant des décennies, l'or des banques centrales était stocké principalement à Londres, à New York ou à Paris, parce que c'était plus pratique et plus liquide. Mais depuis 2022, la tendance s'inverse. En 2024, 59% des banques centrales stockent au moins une partie de leur or domestiquement, contre 41% en 2023, plus 18% en une année. Encore une fois, le message est clair, on veut notre or chez nous. Parce que si demain, il y a un conflit, des sanctions, une crise, cet or doit être accessible immédiatement, sans dépendre du rapatriement de Londres, de New York ou de Paris. Et le système monétaire international est en train de se recomposer, pas brutalement, mais progressivement, et l'or est au cœur de cette recomposition. Si on fait le bilan, on a un gel de 300 milliards des réserves russes, un électrochoc mondial, des banques centrales qui réalisent que le dollar et l'euro sont des actifs politiques qui peuvent être gelés, contrôlés et utilisés comme une arme. Résultat, 3218 tonnes d'or achetées dans les 3 dernières années, 3 années consécutives au-dessus de 1000 tonnes, un record absolu depuis 1950. Et ce n'est pas fini car les banques centrales pensent à 95% que leurs confrères vont augmenter ou maintenir leurs réserves d'or en 2025, 43% indiquent qu'elles vont les augmenter, 0% indiquent qu'elles vont les réduire. Donc ce cercle vertueux s'auto-alimente et 3 forces le maintiennent en place. L'instabilité géopolitique avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement dans le monde, une inflation persistante qui place l'or comme une protection contre la dévaluation monétaire, et le troisième point, le risque de sanctions. Tant que ces forces restent en place, le cercle tend à continuer. Ça ne veut pas dire que l'or ne va jamais baisser, mais ça veut dire que la tendance de fond est encore plus haussière qu'elle ne l'était avant. Et le rapatriement massif d'or prouve que les banques centrales ne plaisantent pas. Elles ne diversifient pas pour spéculer, elles se préparent. Mais alors, comment en profiter dans votre trading? Parce que c'est bien beau de comprendre pourquoi est-ce que l'or monte, mais vous, en tant que trader, vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut acheter, où acheter et jusqu'où ça peut monter. Déjà, il faut comprendre que cette analyse, je l'avais déjà partiellement effectuée sur mon Discord, que vous pouvez rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. On avait parlé de l'accumulation des banques centrales, des raisons pour lesquelles les banques centrales achetaient de l'or, et j'avais expliqué pourquoi est-ce que je m'attendais à ce que le prix revienne chercher une zone de liquidité avant de repartir. C'était juste à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'on vienne récupérer cette zone de liquidité, et je m'attendais également à ce qu'on vienne
chercher de nouveau plus haut. Malheureusement, j'ai pas pu trouver une configuration qui me permettait d'entrer en position, mais le biais était bon. Maintenant, on le voit, le gold a subi une baisse extrême ces derniers jours. On parle quand même d'une chute de moins 21% en littéralement 3 jours. On va essayer de comprendre pourquoi. Le premier point, le 30 janvier, Donald Trump a annoncé la nomination de Kevin Warsh comme président de la Réserve fédérale en remplacement de Jérôme Powell en mai 2026. C'est pas un inconnu de la finance, il a déjà été gouverneur de la Fed 2006 à 2011, pendant la crise financière de 2008, et il est connu pour avoir des positions plutôt hawkish, c'est-à-dire qu'il va privilégier la lutte contre l'inflation, même si ça implique des taux d'intérêt plus élevés. Et pendant des semaines, les marchés spéculaient sur une nomination plus dovish, donc quelqu'un de plus accommodant, et l'annonce de Warsh a donc surpris et modifié les anticipations de politique monétaire. Ça a eu un impact direct sur les marchés, et pourquoi est-ce que ça impacte l'or? Premièrement, parce que l'or ne rapporte pas d'intérêt. Donc quand les taux montent, le coût d'opportunité de détenir de l'or augmente. Les investisseurs préfèrent les obligations qui, elles, offrent un rendement. Deuxièmement, cette annonce a provoqué un rebond du dollar. On voit bien ici le DXY qui a gagné près de 1% immédiatement. Vous le savez, on en a parlé tout au long de cette vidéo, l'or est coté en dollars, et quand le dollar monte, l'or devient plus cher pour les acheteurs internationaux, ce qui réduit la demande. Donc certes, l'annonce de Warsh a été un catalyseur, mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Pour comprendre l'ampleur de ce mouvement, il faut parler du carry trade, et particulièrement celui qui existe depuis maintenant des dizaines d'années entre le dollar et le yen japonais. C'est un des carry trades les plus importants de l'histoire financière moderne. Le principe d'un carry trade, il est simple. Depuis plus de 25 ans, le Japon ici maintient des taux d'intérêt proches de zéro, voire en dessous de zéro, ce qui signifie qu'emprunter du yen coûte pratiquement rien. Les investisseurs institutionnels, hedge funds, banques, fonds de pension, ont donc massivement emprunté du yen pour investir dans des actifs à plus haut rendement ailleurs dans le monde. Actions américaines, obligations émergentes, immobilier, crypto-monnaie et or. Pourquoi l'or? Même s'il ne rapporte pas d'intérêt quand votre coût de financement est à 0%, l'or offre une protection contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Entre 2020 et 2026, on l'a vu, l'or a gagné plus de 150% et c'est un rendement excellent pour un actif refuge. On parle quand même d'entre 4 et 6 trillions de dollars de positions actives dans le carry trade japonais. Mais en décembre 2025, tout change. La Banque du Japon relève ses taux à 0,75%, le niveau le plus élevé depuis 30 ans, et surtout, le gouverneur Kazuo Ueda annonce clairement que de nouvelles hausses sont à prévoir. Pourquoi ce changement? Parce que l'inflation japonaise dépasse 2% depuis 44 mois consécutifs et que les salaires augmentent enfin de manière structurelle. Un phénomène inédit au Japon qu'ils attendaient depuis des décennies. Pour le carry trade, c'est un changement de paradigme. Le coût du financement en yen passe de quasi zéro à significatif, mais ce n'est pas tout parce que le yen commence à s'apprécier. Quand les taux japonais montent, le yen devient plus attractif. Il passe de 157 contre le dollar en décembre à environ 153 aujourd'hui. Pour les investisseurs, cela signifie que leur dette en yen augmente mécaniquement en valeur dollar. Face à cette double pression, hausse du coût de financement et appréciation du yen, les investisseurs n'ont pas le choix, ils doivent dénouer leur position. Concrètement, cela signifie vendre les actifs achetés avec l'argent emprunté, convertir les dollars en yens et rembourser la dette en yens. Maintenant, imaginez que ce ne soit pas un seul fonds, mais des milliers d'institutions qui font exactement la même chose au même moment. Vous obtenez une pression vendeuse massive sur tous les actifs financés par le carry trade. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'or qui a chuté de 21%, sur le silver qui a chuté de plus de 36%. Les actions tech, elles, ont encore beaucoup moins chuté, mais on observe tout de même un recul de 3 à 4%. Le Bitcoin, lui, chute aussi de 8%, et ce n'est pas une coïncidence, c'est le même mécanisme de liquidation qui touche tous ces actifs simultanément. Et si on regarde à qui cela profite, ici on se retrouve sur l'indice du devis du yen, donc le JXY, on voit que toutes ces ventes, elles ont permis au yen japonais de s'apprécier de plus de 4% en seulement 5 jours. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est fini? Est-ce que maintenant il faut vendre de l'or? Est-ce qu'il faut acheter de l'or au moment où il est le plus bas? Mon avis personnel, c'est que ce dénouement de carry trade, il est déjà quasiment entièrement pricé, qu'on a déjà eu un très fort rebond. Ce rebond, il n'intervient pas de nulle part. Encore une fois, on le voit qu'il y a eu une succession de blocs dans lequel le prix est revenu à chaque fois. Ici, ce gros bloc-là baissier-là qui représente la baisse qu'on a depuis le 29 janvier est venu dans ce bloc-là précédemment qu'on avait eu le 29 décembre avec une chute du prix de 4,5%, il me semble. Donc on a toujours ce concept de bloc vendeur, c'est normal, c'est comme ça que les institutions prennent leur profit des positions haussières et viennent clôturer les positions baissières qui ont servi à clôturer les anciennes positions baissières, etc. etc. Alors certes sur des actifs
où la tendance globale est haussière, il n'y a pas toujours le besoin de revenir dans ces blocs. Là, on voit que c'est le cas aujourd'hui, c'est pas forcément le cas sur tous les mouvements du gold, mais ça nous donne quand même un indicateur de la puissance des institutions sur ce marché encore une fois. Il y a également quelque chose qu'on peut voir si on descend en plus petit time frame, c'est qu'on a eu un très fort rebond en arrivant justement à la moitié de ce bloc à peu près. Il y a eu une hausse du prix de quasiment 4% en 4 heures, on va dire. Et cette hausse du prix, à quoi elle est due? Elle est due aux nombreux niveaux de liquidité qui ont été récupérés sur toute cette descente ici et de toute la contrepartie vendeuse qui a été laissée sur le marché. Cette contrepartie vendeuse, elle a permis à de nouvelles institutions de venir se positionner ici. Comme je vous le disais, c'est un point qui est très intéressant pour du long terme et ça a certainement dû attirer les yeux et les portefeuilles de nombreux hedge funds, de nombreuses banques d'investissement qui ont sûrement ouvert une quantité de positions assez énorme ici. Je vous rappelle que si on reprend l'exemple d'un ordre long, où on va avoir un stop loss et un take profit qui vont être, disons, placés là sur tout ce mouvement comme on vient de le voir, une fois que cet ordre stop loss va être liquidé, on va avoir une vente. Si c'était le take profit, ce serait aussi une vente et l'entrée en position est un achat. Donc tous les stop loss qui ont été liquidés sur ces niveaux-là de prix ont créé des ventes. Et si on a des ventes d'un côté, qu'est-ce qu'il faut de l'autre côté pour trouver la contrepartie? Des achats. Et ces achats, ils se sont effectués ici, à partir de ce point-là, à peu près aux 4 400 $. Et ce lot n'est pas forcément d'ores et déjà protégé. On voit souvent dans les flash crash, comme celui-ci sur l'or, avoir un petit rebond avant de repartir encore plus bas. Maintenant, c'est quand même une zone très intéressante de prix pour acheter. On vient après une correction de 21%, c'est quand même assez énorme. Si on regarde le prix en plus petit time frame, on voit qu'on avait potentiellement une légère accumulation de wick-off. On voit qu'on avait un léger plancher de liquidité à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors il est très léger, je ne sais pas forcément si c'est une accumulation de wick-off que j'aurais pris en réel. Mais en tout cas, on a eu la validation de la cassure de structure par ce gros bloc-là. On est certainement en train de retracer. Ce sera très intéressant de voir si on vient directement casser ce lot ou si potentiellement on entame un retracement plus profond de cette grosse baisse. Moi pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le price action qui me convient le mieux. On a eu beaucoup de chaos sur le marché de l'or. Tout n'est pas nécessairement encore très analysable. Je pense qu'il y a beaucoup de paires, notamment sur le forex, qui elles sont très intéressantes d'un point de vue volatilité, d'un point de vue annonce économique avec tout ce qui se passe, comme on vient de le voir, sur le yen japonais, mais également sur le dollar. Donc pour l'instant, mes efforts vont être concentrés ailleurs. Mais le dénouement de ce gros bloc rouge va être très intéressant et va nous donner un petit peu les clés pour comprendre quelle est la suite logique de l'or. Moi, ce que je comprends, c'est qu'une baisse aussi fulgurante sur l'or a permis aux investisseurs d'amasser une liquidité énorme qui était présente sur tout ce mouvement-là. Donc il y a forcément énormément d'investisseurs qui se sont placés à l'achat ici. Ça, c'est le point qu'on a. Ce serait intéressant de voir le rapport code pour voir comment est-ce que les commerciaux se placent actuellement sur l'or. Mais ça, on pourra le voir que à la fin de la semaine. Actuellement, si je devais absolument prendre une position sur l'or, je la prendrais certainement à la hausse parce que le price action est passé à la hausse. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas forcément la configuration de marché rêvée, donc je vais tout simplement rien faire. Ça fait aussi partie du jeu du trading. Ne rien faire, c'est des fois, très souvent d'ailleurs, la bonne solution. Si vous voulez approfondir ce type d'analyse macro et apprendre à anticiper ces mouvements, je vous incite à rejoindre mon Discord qui est gratuit et dont le lien est directement dans la description. N'oubliez pas de liker de la vidéo et de la commenter si elle vous a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps d'aller remonter toutes ces données, d'aller remonter toutes ces datas, toutes ces graphiques pour vous les synthétiser. Et si vous avez apprécié le travail, ce serait très gentil de me mettre un commentaire et un like sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Bon trading et on se revoit bientôt.